Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Armelga. À suivre cette semaine, fermeture au Nigeria des banques internationales HSBC et UBS, alors que le pays connaît une chute des investissements étrangers. Économie bleue, les Seychelles lancent la toute première obligation au monde d'une valeur de 15 millions de dollars américains. Et puis, recul du yuan chinois de 10% de sa valeur par rapport au dollar américain. Les banques internationales HSBC et UBS ont décidé de fermer leur représentation au Nigeria, d'après une annonce de la Banque centrale. Aucune raison officielle évoquée alors que ce départ intervient en pleine baisse des investissements étrangers au Nigeria, qui ont représenté à eux seuls 12,2 milliards de dollars en 2017. Le compte rendu de Ruth Lago et Michael Dibi. Entre les banques HSBC et UBS, le Nigeria, le divorce est consommé. Ces institutions financières ont fermé leurs bureaux dans le pays, mettant fin à leurs activités. Dans cette bataille commerciale, la Banque centrale a adopté une posture régalienne. La CBN n'a donné aucune information sur ces départs groupés. C'est en 2014 que UBS a ouvert ses portes au Nigeria pour faciliter le transfert des fonds de ses clients vers d'autres comptes dans plusieurs autres pays. Quant à HSBC, cette banque entretient depuis quelques années une guerre ouverte avec l'État nigérian. En effet, l'institution avait prédit une baisse de l'économie en cas d'un second mandat du président Muhammadu Buhari en 2019. Des propos auxquels le ministre nigérian de la Communication avait réagi. Pour lui, HSBC veut tout simplement empêcher les réformes du gouvernement visant à lutter contre la corruption. L'État nigérien a promis de ne pas lâcher l'affaire, pas avant d'avoir récupéré tous ses fonds à la banque HSBC. En attendant tout dénouement à cette crise, le gouvernement nigérian doit redonner confiance aux investisseurs. Le conflit qui a opposé la firme sud-africaine MTN à la CBN aurait entraîné le départ de plusieurs entreprises. De plus, la hausse de la dette extérieure du pays et les inquiétudes entourant les élections générales de 2019 semblent effrayer les investisseurs. « 15 millions de dollars américains, c'est le montant total de la toute première obligation bleue au monde émise par les Seychelles. Un emprunt obligataire qui permettra à cet archipel de 115 îles de financer des projets marins durables, d'étendre ses zones marines protégées et de développer le secteur de la pêche. Rappelons que l'aquaculture, deuxième pilier de l'économie séchelloise, emploie près de 17% de la population active, d'après les derniers chiffres de la Banque mondiale. Direction l'île Maurice, où l'aquaculture joue également un rôle majeur dans cette économie bleue. Yacine Mohaboud s'est intéressé de près à une ferme qui brasse plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Opérationnelle depuis 2002, la ferme marine de Moëbourg continue d'étendre son activité en île Maurice. Avec ses 80 cages marines réparties en 3 sites, elle est parmi les leaders du secteur de l'aquaculture de l'île, grâce notamment à sa production qui s'élève à environ 3000 tonnes de poissons par an. Les poissons arrivent fraîchement pêchés le matin. Nous avons le tri qui est fait ici. Ils sont séparés en différentes catégories selon le poids. Et ils sont glacés et mis directement en chambre froide positive. Et ensuite répartis selon la production du jour, selon les commandes des clients, avec des poissons qui sont grattés, dévidés. On fait lever les filets ou même partir en entier pour l'export. Mais malgré les 120 emplois créés et les 8 millions de chiffres d'affaires, la ferme est au centre des critiques liées à la crainte d'une prolifération des requins et de la dégradation des écosystèmes marins. Ce que rejettent ses responsables. Tous nos choix sont faits de manière stratégique pour vraiment faire une activité sur du long terme. Nous contrôlons notre impact environnemental sur les sites tous les 6 mois. Nous pouvons dire qu'au contraire, on crée de la biomasse à la place d'en tuer. 31 sites ont été identifiés pour le développement de la pêche aquacole. Des revenus de 8 milliards de roupies, soit 200 millions d'euros, sont attendus. Yacine Mohamed, Africa News, Pointe-aux-Feuilles. Retrouvons à présent à Johannesburg, en Afrique du Sud, le docteur Carlos Lopez, économiste du développement. Bonjour et bienvenue dans Business Africa. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors, les Seychelles sont donc devenues le premier État à émettre des obligations bleues. Le pays se félicite d'avoir recours à un instrument de financement novateur. En quoi est-il précisément novateur ?
Ah, vous savez, normalement, quand on introduit dans la dette souveraine d'un pays des instruments qui sont un peu innovateurs, les gens se demandent qu'est-ce qu'il y a vraiment d'innovant de côté, disons, de l'aspect financier. Et effectivement, il s'agit d'un certain nombre d'obligations qui sont liées directement à un concept et une idée de durabilité. Et donc, la seule différence par rapport à d'autres instruments financiers, c'est que le type de conditions qui normalement sont appelées à être respectées par celui qui fait la demande sont déjà établies en avance sur une base qui est différente de l'habituel, c'est-à-dire une base plutôt de respecter un certain nombre de critères, disons, sociaux et dans ce cas de figure, environnementaux. Donc c'est très innovant dans ce sens. Et je pense que les Seychelles, qui ont toujours eu un rôle de leadership dans l'économie bleue, a saisi, disons, cet intérêt qui est réel pour l'économie bleue, pour être finalement le premier pays à monter un instrument de ce genre. Il est donc question de mobiliser des fonds pour soutenir des projets liés à la mer. De quel type de projet marin durable parle-t-on? Bon, l'économie bleue, c'est assez vaste. Donc, ça concerne, pour commencer, non seulement l'environnement, mais aussi les gens qui vivent de la mer. Et les gens qui vivent de la mer ne sont pas seulement ceux qui sont en haute mer ou qui sont dépendants, disons, de l'exploitation économique de la mer à distance, offshore, comme on dit en anglais, mais tous ceux qui sont dans les côtes. Donc, finalement, les réseaux de transport, les gens qui ont une économie qui est liée, disons, à des villes qui sont côtières, tout ça, ça fait partie de l'économie bleue. Mais dans le cas de figure d'un archipel, comme c'est le cas des Seychelles et comme il y a d'autres en Afrique, ce qui est important aussi de signaler, c'est le fait qu'ils ont des zones économiques exclusives assez vastes et ils n'ont pas les moyens vraiment de pouvoir mettre à profit la richesse incroyable qui existe. Et pourtant, ils souffrent énormément du changement climatique. Ça va affecter durement les pays insulaires à cause de la petite montée probable des mers. Eh bien, de nombreuses rencontres internationales ont attiré l'attention sur le déclin des stocks halieutiques, l'érosion du littoral et les conséquences que cela pourrait avoir sur les communautés pauvres. Avez-vous l'impression que les États intègrent l'économie bleue dans leur stratégie de développement national? Ça commence tout doucement à faire partie du débat, mais c'est encore le tout début. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant que ce soit les pays insulaires qui mènent un peu cette campagne auprès d'organismes internationaux, comme c'est le cas de l'Union africaine. Mais je pense que vraiment ça concerne beaucoup plus que les pays insulaires. Et donc, ça concerne aussi les questions de sécurité maritime qui sont liées à la pêche illégale. Donc, cette pêche illégale est responsable, comme vous disiez, d'un changement complètement inacceptable de la situation des mers en termes de ressources halieutiques. Des pays qui étaient très riches en poissons, tout d'un coup se retrouvent vraiment avec la seule possibilité d'utiliser les embarcations de fortune pour faire des migrations clandestines vers l'Europe. C'est vraiment un peu la faute du manque d'attention pour l'économie bleue. S'il fallait parler statistiques, comment l'économie bleue évolue-t-elle sur le continent? De quel ordre les investissements pour la gestion durable de la pêche ou l'aquaculture sont-ils en croissance? Non, effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que si on prend en considération l'ensemble des éléments de l'économie bleue, certainement il y a de la croissance puisqu'il y a tellement d'investissements qui se font dans le domaine des infrastructures portuaires, ne serait-ce que cela changerait complètement l'appréciation qu'on avait il y a quelques années de l'importance de l'économie bleue et les investissements dirigés dans cette direction. Par contre, ce qui n'est pas vraiment en train d'évoluer positivement, c'est les investissements qui sont directement liés à la préservation, à la durabilité, aux aspects de durabilité. Et là, je pense qu'il y a un certain nombre d'activistes, un certain nombre d'organisations qui attirent l'attention sur le fait que l'Afrique possède vraiment une richesse incroyable dans les mers, beaucoup plus importante de ce qu'on imagine par rapport aux industries extractives, par exemple, pour faire une comparaison. Et pourtant, il n'y a aucune, disons, législation spéciale
qui a été accordé entre pays africains au-delà, disons, de la sécurité maritime. Merci Carlos Lopez pour ces explications. Je rappelle que vous êtes économiste du développement pour l'Afrique en particulier. C'était un plaisir. Nous marquons une courte pause et tout de suite après, nous verrons l'impact commercial de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. À tout de suite.